BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Grégoire Favet. On va continuer sur les matières premières avec Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. On vous connaît bien, on vous retrouve bien sûr d'ailleurs une fois par semaine, chaque mercredi après-midi sur notre antenne. On va essayer une fois par mois de faire un tour d'horizon le plus complet possible des secteurs que vous couvrez. Il y a bien sûr l'énergie, les métaux et notamment les métaux précieux qui nous intéressent particulièrement et les matières premières agricoles. Sur les métaux précieux, il s'est passé quand même quelque chose d'assez impressionnant sur l'argent. En ce début de semaine, on est passé en gros de $50 l'once à $40. Qu'est-ce qui s'est passé, Benjamin ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que l'argent a connu un parcours absolument exceptionnel ces derniers mois, puisque sur les 7 derniers mois, il a gagné plus de 100%. Donc, on parle d'une appréciation record. Et là, il y a eu d'abord des prises de bénéfices qui ont été déclenchées par un certain nombre de facteurs. D'abord, on a eu un facteur réglementaire, c'est-à-dire qu'on a eu le marché sur lequel se traite l'argent, le COMEX à New York, qui a décidé de relever les appels de marge, donc les sommes nécessaires pour pouvoir intervenir sur ce marché, ce qui a poussé un certain nombre d'investisseurs financiers à devoir réduire leur exposition à ce marché violemment, ce qui fait que le jour où cette nouvelle a été annoncée, en 11 minutes, le cours de l'argent a perdu 13% avant de se ressaisir un petit peu et puis maintenant de continuer sa baisse. Parallèlement à ça, on a eu des investisseurs majeurs de ce marché qui ont marqué on va dire une pause dans leurs investissements et qui ont commencé à réduire un petit peu leur exposition. On parle notamment d'Eric Sprott qui a communiqué sur ce sujet. En tout cas, on l'a vu dans les chiffres qui ont été publiés officiellement. Et donc, un certain nombre d'investisseurs se sont dit il est peut-être temps de prendre ses bénéfices sur ce marché qui a déjà beaucoup monté. On a fait une bonne partie de la hausse. Marché de l'argent, alors si on le compare au marché de l'or, qui est comment vous le qualifieriez, qui est beaucoup plus spéculatif, là vous nous expliquez ces appels de marge qui ont été rehaussés 1, 2, 3 fois et qui font sortir tout de suite les acteurs du marché. On est sur quelque chose d'ultra spéculatif par rapport à l'or ? Alors, sans être ultra spéculatif, il y a surtout une différence majeure entre le marché de l'or et le marché de l'argent, c'est que la demande est structurée de façon très différente. Le marché de l'argent est avant tout un marché industriel, enfin avant tout à égalité entre un marché industriel et un marché d'investissement, puisque 50% de la demande vient de l'industrie. Parallèlement à ça, au niveau de l'investissement, la structure de la demande n'est pas la même. Sur l'or, on a une grosse partie de la demande qui commence à venir de la part des banques centrales, et notamment des banques centrales des pays émergents. On l'a vu encore ce mois-ci, la Bolivie et la Russie ont nettement augmenté leurs réserves de change en or. Sur le marché de l'argent, il n'y a pas de réserve de banque centrale. Et donc, cette demande d'investisseurs est une demande d'investisseurs finaux et donc beaucoup plus volatile, en finale, que la demande de l'or. Bon, sur l'or et l'argent, là, effectivement, l'or, donc on est revenu à $41 environ sur le marché spot. Sur l'argent, pardon, sur l'or, on est à 1540 là environ. Il est temps de rester un petit peu à l'écart de ce secteur-là, au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours ou Je dirais que il y a là encore une vraie dichotomie à faire. Sur l'argent, effectivement, je serais très prudent. Ouais. À court terme, sur l'or, toutes les nouvelles qui arrivent continuent d'être extrêmement bonnes. Il faut savoir que les tensions géopolitiques, aussi bien que l'afflux massif de liquidités qui continue d'arriver sur les marchés financiers, favorisent le rôle de valeur refuge de l'or. Et puis, le corollaire de cet afflux de liquidités aussi, c'est la dépréciation du dollar, et c'est important de le signaler. L'investissement dans l'or aujourd'hui pour nous ne s'entend que couvert contre le risque de change pour un investisseur européen. Sinon, vous perdez d'un côté ce que vous gagnez de l'autre. Il faut savoir que l'or en euros n'a pas atteint son record historique qui avait coté en décembre de 2010. Vous parliez des liquidités, juste un mot, puis on va parler de l'énergie et des matières premières agricoles. La fin du QE2, c'est pour vous ça peut marquer un point de rupture dans la tendance haussière sur l'or ou pas forcément ? Alors, en fait, le jeu va être plus global que ça. C'est-à-dire que pour moi, si l'arrêt du QE2 a un impact sur les marchés, il aura un impact qui sera plus global, qui sera un impact de deleveraging éventuel, ce qui entraînera une baisse de l'allocation aux actifs risqués éventuellement de la part de l'ensemble des investisseurs. Et dans ce contexte-là, l'or pâtira de ce retrait, de même que les autres matières premières, mais je dirais dans une moindre mesure étant donné son rôle de valeur refuge aussi pour les autres risques qui existent sur ces marchés. Et donc je dirais que l'or conserve malgré tout un avantage énorme par rapport aux autres actifs. Il doit donc rester dans un portefeuille aujourd'hui. Et pour ceux qui n'en ont pas encore dans leur portefeuille, si jamais ce recul a lieu, ça sera une occasion inédite et inespérée de pouvoir rentrer parce que l'or a encore de beaux jours devant lui. Il faudra surveiller donc la fin juin, début juillet sur le marché de l'or. Sur le pétrole, situation toujours compliquée, on en parle avec vous régulièrement depuis le mois de mars, je crois, c'est l'Arabie Saoudite qui a annoncé des baisses de production. On n'a pas vu alors on est bien sûr à des niveaux élevés, mais on n'a pas vu de tension supplémentaire pour autant, Benjamin. C'est bien ça qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs nouvelles qui sont assez contradictoires. D'abord, d'un côté, on a
les pays développés où la demande commence clairement à ralentir. On a notamment les États-Unis qui ont nettement baissé leurs importations de pétrole ces derniers mois. Les dernières statistiques font état d'un plus bas de 11 ans sur les importations de pétrole des États-Unis. On a même vu, mais c'est plus pour des raisons techniques, les États-Unis exporter des produits raffinés. Donc on a l'impression que la demande commence à ralentir dans les pays développés. Mais d'un autre côté, dans les pays émergents, et notamment en Chine, pour l'instant la demande ne ralentit pas, et pour cause, puisque le pétrole est en partie subventionné. Elle compense la baisse de la demande américaine, par exemple? Aujourd'hui, d'après les chiffres qui sont annoncés par les grandes instances internationales sur ce sujet, elle devrait faire plus que compenser, et on devrait cette année encore atteindre un nouveau record de consommation de pétrole. Mais parallèlement à ça, il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont assez inquiétants, et notamment au niveau de l'Arabie Saoudite, vous le disiez, qui non seulement ont baissé leurs réserves, leur production au mois de mars, mais parallèlement à ça, on a appris qu'ils étaient en discussion avec les Américains pour créer des nouveaux puits de forage, non pas pour augmenter leur production, mais pour arriver à la maintenir. Or, aujourd'hui, il faut savoir que les seules réserves de capacité dont on dispose dans le monde sur le marché pétrolier se situent en Arabie Saoudite. Alors la question à $1000 aujourd'hui, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite a réellement les capacités excédentaires qu'elle annonce, et est-ce que le marché pétrolier n'est pas plus tendu qu'il n'y paraît? Maintenant, dans ce contexte, vous êtes étonné qu'on reste à $110 là sur le WTI Non, tous ces éléments donc sont des facteurs de tension. Oui. Et puis parallèlement à ça, il faut aussi voir deux choses. On va arriver à la fin du mois, il y a le Memorial Day aux États-Unis, qui est traditionnellement le début de ce qu'on appelle la Summer Driving Season aux États-Unis, qui est le moment où tout le monde part en vacances, et donc il y a un pic de consommation de produits pétroliers. En même temps, la période d'été est la saison des ouragans sur l'Atlantique Nord. On se souvient de l'impact qu'avait pu avoir un ouragan comme Katrina en 2005 sur le marché. Donc les investisseurs sont inquiets. Mais à côté de ça, le ralentissement de la demande, effectivement, dans certaines zones, peut paraître problématique. Et puis est-ce que la croissance va tenir face à des prix du pétrole aussi élevés? Puisque vous parlez météo, on va en venir aux matières premières agricoles, effectivement, avec là aussi... Il y a 15 jours cruciaux là qui arrivent, Benjamin Louvet, sur ces matières premières agricoles, sur les céréales notamment, que ce soit le blé ou le maïs. On a certaines zones trop d'humidité et dans d'autres zones trop peu d'humidité, justement. Tout à fait. Alors il faut savoir que là on parle essentiellement des États-Unis. Bon, il y a trois grosses zones de production qu'on suit, l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Europe. Aujourd'hui on a un problème en Europe, vous l'avez vu, on a une météo exceptionnelle, toutes les cultures sont en avance, et donc on se fait aujourd'hui beaucoup de soucis pour la production européenne de céréales. Parallèlement à ça, on a une grosse zone de production aux États-Unis où là le problème est double, vous le soulignez, dans le sud des États-Unis où on plante traditionnellement le blé d'hiver qui est en train d'émerger, on n'a pas d'eau. Mais alors pas d'eau comme on n'en a pas eu depuis très longtemps, ce qui fait que la récolte est extrêmement endommagée. D'après les dernières statistiques du département agricole américain, on peut estimer qu'il y a à peu près 8 à 9% de la production américaine de blé qui est perdue, d'ores et déjà perdue. Les États-Unis sont un acteur majeur du marché des exportations de céréales, donc c'est une vraie problématique. Et puis parallèlement à ça, au nord des États-Unis, on plante deux choses en ce moment. On plante le blé de printemps et on plante le maïs. Alors le blé de printemps ne représente que à peu près un quart du blé américain, donc c'est moins important. Ce qui est très important, c'est le maïs, puisque les Américains sont le premier exportateur et de loin, ils représentent plus de 50% des exportations mondiales. Les stocks mondiaux de maïs sont très faibles. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir de retard. Si les plantations de maïs ne sont pas faites avant le 10 mai, on sait que statistiquement, de par les saisons précédentes qu'on a vécues, on sait que les rendements diminuent, que donc la récolte de maïs risque d'être entamée. Donc il reste moins d'une semaine, et le problème, c'est qu'on a eu les derniers chiffres qui ont été publiés lundi, les récoltes n'ont quasiment pas commencé à être semées du fait de trop d'humidité. Donc on a les sols qui sont gorgés d'eau. Il y a une dizaine de % de plantés aujourd'hui, et donc on est dans une situation qui est très très problématique sur le maïs. Donc aujourd'hui les céréales sont je dirais sur un volcan, et on peut voir ces prix s'envoler dans les semaines qui viennent si jamais la situation se complique. Le 11 mai, c'est une date importante, j'ai relevé ça. Enfin, le département américain de l'agriculture publie ses bilans mondiaux pour les nouvelles campagnes de céréales. Enfin, j'imagine que vous suivez ces rapports de très près. Ça peut détendre un peu l'atmosphère ou au contraire accentuer un peu les tensions? Ce qui va compter, c'est de voir comment les fermiers américains ont réussi à se sortir de cette situation sur le maïs. C'est surtout là que ça va se jouer. Mais je dirais qu'indirectement, ça rejaillit aussi sur les autres matières premières, parce que s'ils ne plantent pas de maïs, après, on a une fenêtre de tir qui permet de planter un peu plus de soja. Donc à ce moment-là, on devrait voir la récolte de soja grossir un petit peu, ce qui est important aussi, parce que sur le soja, la situation est aussi tendue.
Pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Et il faut savoir que les chiffres qu'on aura le 11 mai seront encore des chiffres provisoires puisqu'ils seront plus situés au début du mois. On n'aura pas les dernières statistiques, donc on saura plutôt ça, on va dire, fin du mois de mai, début du mois de juin. Mais dans le marché, les informations circuleront déjà. Il y a fort à parier que si les chiffres ne sont pas meilleurs vers le 11 mai, on aura une très très forte appréciation des grains. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous cet après-midi. Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance.